On termine par le dossier numéro 4, un dossier d'incontinence urinaire. C'est un motif extrêmement fréquent de consultation en urologie. C'est un problème de santé publique. Donc on commence par la question numéro 1. Les facteurs de risque d'incontinence urinaire qui peuvent être notés chez cette patiente, c'est quoi? C'est d'abord le surpoids, l'obésité. D'accord? Ensuite, il y a l'antécédent de port de charges lourdes. Par exemple les bébés. Ensuite, il y a la taille des enfants à la naissance. Il faut lui demander si les bébés ont été de gros poids, notamment plus de 4 kg. Est-ce que les accouchements ont tous eu lieu par voie basse? Est-ce qu'il y a eu des manœuvres instrumentales d'extraction, par exemple le forceps? Est-ce qu'il y a eu de l'épisiotomie? Est-ce qu'il y a eu une notion de rééducation du postpartum? Quelle était la profession de cette patiente? Est-ce qu'elle c'était une athlète de compétition par exemple? On dit souvent que les athlètes qui courent le 400 mètres de haie, les championnes olympiques, fuient tout à 40 ans. Et ça c'est vrai, sauf qu'on ne le dit pas à la télévision. Ensuite, est-ce qu'il y a des pathologies d'hyperpression abdominale? Notamment, est-ce que la patiente a une constipation qui est chronique? Si oui, quels médicaments elle prend pour cela? Et puis est-ce qu'il y a une notion de toux chronique? Enfin, est-ce qu'elle a déjà été opérée par voie abdominale ou pelvienne? On continue. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut préciser d'autre à l'interrogatoire? Alors, l'interrogatoire d'une femme qui est ménopausée, qui vient pour des fuites urinaires, il est standardisé. Il faut toujours faire la même chose. Une fois que vous avez demandé les facteurs de risque tels que l'on l'a fait lors de la première question, il faut interroger la patiente sur le plan urinaire. Donc déjà, quels sont les signes fonctionnels urinaires de cette patiente? Est-ce qu'elle a une polachyurie nocturne, diurne? Est-ce qu'elle a une dysurie? Est-ce qu'elle pousse pour uriner? Et puis le signe fonctionnel le plus important, c'est est-ce qu'elle a une urgenturie, c'est-à-dire des impériosités. Mais maintenant on dit urgenturie parce que la présence d'une urgenturie ou d'impériosité mictionnelle doit vous faire rechercher toutes les causes d'impériosité chez la femme et ne doit pas vous faire évoquer le diagnostic d'incontinence urinaire d'effort pur en première intention à l'interrogatoire. Ça peut être très bien, en fait, elle peut très bien avoir des fuites par impériosité parce qu'elle a un cancer de vessie ou un carcinome in situ. Donc il faut y penser, le rechercher avant de dire ok, je traite la dame comme si c'était une fuite urinaire banale à l'effort. Ensuite, il faut lui demander la date de début de ces fuites, l'évolution, les circonstances de survenue. Il faut préciser les circonstances de survenue. Si elle vous dit juste à l'effort, c'est très vague. Il faut lui demander si c'est à l'effort de tout, de pousser, si c'est lorsqu'elle éternue, si c'est lorsqu'elle rit, elle pleure, ou lorsqu'elle porte des charges lourdes ou qu'elle monte les escaliers. Donc il faut lui faire un interrogatoire assez exhaustif. Il faut apprécier la quantité des fuites urinaires, notamment en lui demandant le nombre de garnitures qu'elle porte par jour, ainsi que le type de garniture. Lui demander si elle a déjà fait des complications urologiques à type d'infection urinière, de lithiase, voilà. Quels sont ses apports hydriques quotidiens? Si elle boit 4 litres, c'est pas pareil que si elle boit un demi-litre d'eau par jour. Et puis, ce qui est bien en urologie, quand on a des patients qui viennent pour des troubles mictionnels, des fuites urinaires, c'est de lui demander un catalogue mictionnel, de le réaliser en tout cas. Le catalogue mictionnel, ça se fait sur 72 heures et on demande aux patients de reporter les heures auxquelles ils vont aux toilettes pour faire pipi, d'uriner dans un verre doseur de cuisine pour quantifier à chaque fois le volume de la miction. Et puis il y a une case événement où le patient précise s'il a eu des fuites urinaires, des mictions un peu difficiles, s'il y a eu des urgenturies, etc. C'est un petit papier, un petit document qui est très informatif pour la suite de la prise en charge. Donc là, on a fait l'interrogatoire sur le plan urinaire. Le deuxième truc, c'est de faire l'interrogatoire sur le plan génitosexuel. Lui demander si elle a un suivi gynécologique régulier, quelle est la date de ses derniers frottis, est-ce qu'elle a encore des rapports sexuels, est-ce qu'il y a une douleur lors des rapports, ou est-ce qu'elle a une pesanteur pelvienne ou une saillie vulvaire qui pourrait évoquer un prolapsus génito-urinaire qu'il faut évoquer, rechercher de manière systématique. Est-ce qu'elle a des leucorrhées? Est-ce qu'elle a des métrorragies? Voilà sur le plan génitosexuel. Le troisième volet d'interrogatoire, c'est il faut l'interroger sur le plan des troubles anorectaux. Est-ce qu'elle a une constipation? Alors si vous dites ça aux patients, tout le monde va dire oui, je suis toujours un peu constipée. La vraie question, c'est est-ce que vous êtes constipé et est-ce que vous prenez un traitement médicamenteux pour la constipation? Est-ce que au contraire, elle a une incontinence anale? Et dans ce cas-là,
les gens qui ont une incontinence urinaire associée à une incontinence anale, ça oriente vers des pathologies neurologiques qu'il va falloir rechercher. Enfin, le dernier volet, et c'est 0 si vous l'oubliez, n'oubliez pas que l'incontinence urinaire, c'est un problème fonctionnel. Donc, il faut évaluer le retentissement sur la qualité de vie, la gêne ressentie par le malade. N'oubliez pas également de lui demander son traitement médicamenteux en cours et d'identifier des médicaments qui peuvent intervenir avec le fonctionnement vésico-sphinctérien, notamment la prise d'anticholinergiques. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Oui, comment différencier à l'interrogatoire les différents types d'incontinence urinaire? Alors, l'incontinence urinaire, il y a 3 types de mécanismes. Le premier, c'est l'incontinence urinaire d'effort. Le deuxième, c'est l'incontinence urinaire par urgenturie. Et le troisième, c'est l'incontinence urinaire mixte qui associe l'incontinence urinaire d'effort et d'urgenturie. L'effort, c'est simple, c'est ce que l'on vient de dire. Il faut lui demander si ces fuites urinaires surviennent à l'effort et en décrivant les efforts. Monter d'escalier, je cours, je porte mes courses, j'éternue, je ris, je vais à la selle, j'ai des fuites urinaires. Donc ça, c'est incontinence urinaire à l'effort. Pour l'incontinence urinaire par urgenturie, eh bien, il faut lui demander si elle a des besoins impérieux. C'est-à-dire qu'elle ressent un besoin impérieux d'aller uriner et si elle n'y va pas, ça fuit. D'accord? Donc ça, c'est des fuites urinaires par urgenturie, par impériosité, et c'est comme ça que qu'on le dépiste à l'interrogatoire. Et puis vous avez l'incontinence mixte, et dans ce cas-là, vous avez un petit peu des 2 types de signes. On continue. Question numéro 3, décrivez votre examen physique. Alors l'examen physique d'une femme qui vient pour fuite urinaire, il est un peu standardisé et il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de choses. Il s'effectue chez une femme qui a la vessie pleine. Vous ne pouvez pas mettre en évidence des fuites urinaires chez une patiente qui a une vessie vide. Donc il faut lui demander de boire en salle d'attente. Donc vessie pleine, debout et en position gynécologique, en position de repos, puis à l'effort de toux et de pousser. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la trophicité vulvaire, rechercher s'il n'y a pas une atrophie vulvo-vaginale, rechercher s'il n'y a pas une béance vulvaire, une cicatrice d'épisiotomie. On réalisera des touchés pelviens, notamment un toucher vaginal, qui va évaluer la sensibilité de l'urètre, l'état de la cavité vaginale, l'utérus et les annexes. On va apprécier la qualité de la musculature périnéale, les muscles du plancher périnéal. On fait un toucher rectal pour apprécier la tonicité du sphincter anal. On élimine par le biais de cela une lésion rectale. Et puis on recherche la présence d'un prolapsus. Ça peut être une cystocèle, ça peut être une hystérocèle, ça peut être une rectocèle. Il y a des manœuvres qui sont fondamentales à réaliser. Ce sont les manœuvres de Bonnet et la manœuvre de TVT. Comment ça se passe? La manœuvre de Bonnet, ça s'effectue en position gynécologique, vessie pleine. On met 2 doigts de part et d'autre de l'urètre à sa position moyenne sans écrabouiller l'urètre et on refoule le cul-de-sac vaginal vers l'avant et on demande à la patiente de tousser. Si les fuites urinaires s'arrêtent à l'effort de toux, eh bien on dit que la manœuvre de Bonnet est positive et ça oriente vers une incontinence urinaire d'effort par cervicocystoptose. D'accord ? La manœuvre de TVT, ça se fait également en position gynécologique, vessie pleine. De cette fois, c'est 2 doigts de part et d'autre de l'urètre sans l'écrabouiller, mais à sa partie distale. Et on fait un soutènement de l'urètre. On demande à la patiente de tousser. Si les fuites urinaires s'arrêtent à l'effort de toux avec cette manœuvre, on dit que la manœuvre de TVT est positive. Et dans ce cas-là, c'est prédictif d'un bon résultat de la chirurgie. On finit l'examen clinique par un examen de la sensibilité périnéale, d'autant plus s'il y a des urgenturies, pour évaluer la présence de troubles neurologiques, et il est de bon ton de réaliser une bandette urinaire. On continue, question numéro 4. On réalise un bilan aérodynamique. Quels sont les renseignements apportés par le bilan aérodynamique? Alors il faut savoir que le bilan aérodynamique, il est réalisé quasiment de manière systématique avant toute chirurgie. Et puis il est réalisé si vous avez surtout des urgenturies à l'interrogatoire. Et puis en cas d'incontinence urinaire complexe ou compliquée, c'est-à-dire par exemple après échec d'un traitement de première intention, après échec donc soit de la kiné, soit un échec du traitement chirurgical, ça n'a pas marché, vous voulez comprendre pourquoi, il faut réaliser un bilan aérodynamique. Le bilan aérodynamique comporte plusieurs examens, c'est très compliqué à expliquer, à faire, à interpréter.
Juste en 2 mots, il y a une chose que vous devez savoir, c'est une partie de cet examen que l'on appelle la débimétrie. La débimétrie, ça consiste à mesurer le débit mictionnel. Donc on fait pipi dans des toilettes trouées où on va recueillir les urines et on va mesurer le débit mictionnel. La débimétrie va mettre en évidence en fait une dysurie, c'est-à-dire un obstacle à la vidange normale de la vessie, où vous pouvez avoir une diminution du jet urinaire, une miction qui est prolongée dans le temps et des mictions par poussée. Ça, c'est ce qu'on appelle une miction dysuriante. Alors que la miction normale, ça se fait avec un jet fort. C'est une miction qui est instantanée. On ne pousse pas pour uriner, c'est sans douleur. Il y a une vidange complète de la vessie. Après la débimétrie, on mesure le résidu post-mictionnel pour vérifier que le patient a bien vidé sa vessie. Donc la dysurie, vous pouvez l'objectiver par la débimétrie. La débimétrie, il faut savoir ce que c'est. Les autres examens du bilan aérodynamique, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça comprend la cystomanométrie. La cystomanométrie, c'est une mesure des pressions dans la vessie. On va remplir la vessie de manière progressive et puis on va regarder plusieurs choses. Tout d'abord, la capacité vésicale fonctionnelle de la vessie, jusqu'à où on peut remplir la vessie. Deuxièmement, il y a la sensibilité vésicale. Vous savez qu'il y a plusieurs besoins d'uriner, besoins mictionnels. Il y a le premier besoin qui est le besoin d'uriner simple. Le deuxième besoin qui est un vrai besoin mictionnel, où on va aller aux toilettes. Le troisième besoin qui est un besoin impérieux, où on va aller courir aux toilettes, sinon ça fuit. D'accord ? Eh bien, ces besoins interviennent à des degrés de remplissage différents de la vessie. Et puis, il y a des gens qui ont des vessies hypersensibles, donc ils vont ressentir ces besoins quand la vessie va être peu remplie, et des vessies qui sont hyposensibles, avec des besoins qui vont intervenir après des degrés de remplissage importants. Au cours de la cystomanométrie, on va regarder également la compliance de la vessie, c'est-à-dire la capacité de la vessie à se distendre en fonction du remplissage. Et une vessie normale est une vessie compliante. On va regarder l'activité de la vessie au cours du remplissage. Alors normalement, le détrusor, qui est le muscle lisse vésical, il doit être presque inactif pendant le remplissage. Et bien, chez certaines patientes qui ont des hyperactivités du détrusor, vous en avez déjà entendu parler, au cours du remplissage, le détrusor va se mettre à se contracter alors qu'on lui a rien demandé, donc on lui a pas dit d'aller uriner, et donc c'est ce qu'on appelle l'hyperactivité du détrusor. Le bilan urodynamique comprend également une prolifillométrie urétrale qui va juste pour vous objectiver une insuffisance sphinctérienne. Et puis ensuite, tout ce qui est électromyogramme du sphincter strié et l'exploration électrophysiologique du périnée, ça relève du domaine ultra spécialisé et on le réalise dans le cadre de pathologies uro-neurologiques. Alors, question numéro 5, quand est-ce qu'il faut réaliser le bilan urodynamique? Alors, on l'a un petit peu dit tout à l'heure. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le bilan urodynamique, il n'est pas utile pour établir le diagnostic d'incontinence urinaire d'effort. D'accord ? Cependant, on le réalise de manière médico-légale avant toute chirurgie pour incontinence urinaire d'effort pure. Ça permet de comprendre un peu comment fonctionne la vessie et puis si jamais le traitement chirurgical ne marche pas, on aura eu un fonctionnement vésico-sphinctérien de base initiale pour comprendre les mécanismes d'échec. Par ailleurs, on réalise le bilan urodynamique lorsqu'il existe une incontinence urinaire complexe ou compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple une patiente qui a déjà été opérée pour une incontinence urinaire, une patiente qui a une incontinence urinaire d'effort associée à une urgenturie, quand il existe des anomalies mictionnelles, quand il existe une suspicion de syndrome obstructif, quand la capacité de vésicale est toute petite, toute réduite, on réalise un bilan urodynamique pour comprendre ce qui se passe. La question numéro 6, quelle est votre prise en charge de première intention? Eh bien, c'est toujours pareil. Incontinence urinaire d'effort pur chez la femme ménopausée, ça commence par un traitement médical. C'est un traitement par rééducation. C'est la rééducation périnéale. On commence par 10 séances et on en prescrit autant de fois que ça améliore la patiente. Tant que la patiente est améliorée par les séances de rééducation, on prescrit des séances de rééducation. Et le jour où ça ne marche pas, on passe à la deuxième étape. Donc,
La rééducation périnéale, ça peut être soit une rééducation manuelle, soit ce que vous appelez le biofeedback. Par ailleurs, il faut mettre en place en parallèle les règles hygiéno-diététiques. Ça comprend quoi? Ça comprend la perte de poids si elle est obèse, ça comprend la régularisation du transit si elle est constipée, le traitement d'une toux chronique, l'amélioration d'une atrophie vulvovaginale par de la copotrophine en crème. Et voilà, donc toujours d'abord le traitement par rééducation. On essaye, et si ça ne marche pas, on passe à la deuxième étape, et les règles hygiéno-diététiques. Question numéro 7, le traitement que vous proposez n'a pas eu d'effet, que proposez-vous alors? Eh bien, ce que l'on propose, c'est la mise en place d'une bandelette sous-urétrale. Donc, c'est un traitement chirurgical. On met en place une bandelette sous-urétrale. Cela peut se faire sous anesthésie générale ou par rachianesthésie. On informe la patiente de manière claire, loyale, compréhensible. Et puis, de quel risque il faut la prévenir? Il faut lui dire de toute façon que le risque zéro n'existe pas. Bon, il y a des risques vitaux qu'on ne peut pas prévoir, ce sont les aléas un peu thérapeutiques. Il y a des risques anesthésiques, mais si la patiente n'a pas de comorbidité, on opère tellement de patients par jour dans le monde, on a très peu d'accidents anesthésiques. Donc, ce genre de choses, on ne peut pas le prévoir et le patient le comprend très bien. Sinon, il y a des complications qui sont directement liées à la chirurgie. Pendant le geste opératoire, quand on pense à la bandelette sous-urétrale, eh bien, il peut y avoir un risque de perforation de vessie. Il peut y avoir une perforation du vagin, il peut y avoir une perforation des gros vaisseaux qui passent autour, mais ça, ce sont des choses qui arrivent rarement. Il peut y avoir un hématome vaginal, voilà. Dans les suites post-opératoires, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des infections, il peut y avoir une phlébite, il peut y avoir des difficultés à uriner. Alors, difficulté à uriner, c'est quoi? C'est une dysurie, peut-être parce que vous avez trop tendu la bandelette sous-urétrale. Et à terme, il peut y avoir des érosions vaginales par le matériel prothétique ou des érosions de l'urètre. Et puis enfin, une complication un peu spécifique de la bandelette également, c'est que si elle est également très tendue, ça peut donner aussi des sensations d'urgenturie, donc des impériosités mictionnelles. Donc n'oubliez pas d'informer la patiente sur les complications aléatoires dues à la chirurgie générale que l'on ne peut pas prévoir, les complications opératoires, les risques de perforation des différents organes que je vous ai dit, ainsi que le risque de saignement. Et puis les complications post-opératoires ainsi que long terme, et notamment l'érosion urétrale ou vaginale de la bandelette. Oui, qu'est-ce qu'une bandelette sous-urétrale? Alors, une bandelette sous-urétrale, on ne l'a pas expliqué, c'est vrai. C'est un matériel qui est prothétique. Donc, après échec d'un traitement par rééducation, quand on propose ça à la patiente, il faut dire que c'est une prothèse. C'est un matériel en maille tressée, il y a différents types de matériel, mais il faut bien insister sur le fait que c'est une prothèse. On va la mettre donc sous l'urètre, en disséquant le vagin de part et d'autre de l'urètre, et elle va aller s'agripper au niveau du trou obturateur. Cette bandelette, donc si vous dites que c'est une prothèse, il y a un risque. Il y a un risque quoi? Un risque d'infection. Parce que c'est un corps étranger, certes qui est inerte, mais qui peut entraîner des réactions inflammatoires, qui peut s'infecter. Et puis à la longue, cette bandelette, elle peut éroder l'urètre, elle est située juste en contact de l'urètre en dessous. Et donc quand ça érode l'urètre, il peut y avoir des infections urinaires, des difficultés à uriner. Et dans ce cas-là, s'il y a une érosion urétrale, le traitement, il faut enlever la bandelette par voie chirurgicale et c'est pas facile. On a terminé avec le dossier numéro 4.